Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et que malgré le petit froid qui s'en vient tranquillement, vous êtes dehors en train de boire de la bière, vous êtes dehors en train de vous promener au Québec, il fait encore chaud, mettez-vous un petit coton ouaté, man. Puis on sort en famille, en amis, tout ça. On était chanceux de voir quelques beaux festivals avant la fin de l'année. On est en tournée encore, comme vous savez, avec Tattoo Tour. Puis, bien sûr, on continue notre série de podcast avec Inomalt. C'est une malterie basée au Québec qui fait du malt québécois pour les bières québécoises et du spiritueux québécois aussi. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, envoyez un courriel à info@inomalt.ca ou visitez info@inomalt.ca. Vous allez avoir tout le malt de là-bas, comme je dis depuis le début. C'est une série qu'on fait avec eux autres depuis le début de l'année. Ça fonctionne bien. On est, je pense, à presque 24 entrevues déjà. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. On va bien sûr avec Inomalt faire un petit party pour la MBQ. Si vous êtes là dans le congrès de la MBQ, l'année passée, on avait fait un petit événement avec des bières brassées avec du malt, avec du Inomalt. À Ciboire, on avait été l'année passée. Je pense qu'on va se répéter à la même place cette année. Mais checkez l'information sur notre site puis vous allez avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec une gang que, comme je dis, je les connais par la bière, c'est tout. Je pense que j'ai même bu avec eux autres à la MBQ une fois. Je ne me rappelle plus avec qui j'avais bu. Mais je sais que la soirée était bonne. C'est la gang de la Grange Perdue. C'est une gang qui écoute, tout le monde qui était là-bas, ils ont tombé en amour, pas mal ça. Les bières sont vraiment bien faites. C'est du monde qui aime vraiment tout ce qui est alentour d'eux autres. Pour eux autres, le produit québécois, c'est très important. Pas seulement dans le fait que la sorte de bière qu'ils font eux autres, mais aussi le fait dans le design, dans tout ce qu'ils font, le côté design architectural qu'ils ont quand tu t'en vas là-bas. Tout le monde qui va là-bas tombe en amour, comme il me disait au début Philippe Langlois, puis c'est vrai. La personne que j'ai connue qui n'est pas tombée en amour dans ce coin-là. Cette année, supposément, ça a été une année encore record. Le monde va chez eux. Écoute, c'est une vraiment belle place. Vous voyez les photos, tout ça. Puis moi, personnellement, c'est sûr que je ne suis pas allé parce que le temps est court, puis il faut aller partout. Mais c'est une brasserie qui, depuis sa création, j'ai beaucoup de bons feedbacks d'eux autres. Puis les bières que j'ai vues d'eux autres ont toutes été excellentes. Puis j'aime beaucoup le côté, le design qu'ils font eux autres. Puis c'est le côté honnête qu'ils ont en arrière de cette brasserie-là. So, on va parler aujourd'hui avec Philippe Langlois, qui est copropriétaire, puis marketing, puis responsable des événements. Puis on va parler un petit peu de d'où ça vient l'idée de la Grange Perdue. Bien sûr, la philosophie en arrière de ça, la mise en place, tout ça. On va parler bien sûr de l'importance d'utiliser du malt québécois pour leur bière, puis plus encore. Bonjour, ça va Philippe? Ben oui, salut Léo. Ça va bien, comment ça va aujourd'hui? Je sais que c'est la fin de semaine, vous êtes bien occupé, vous avez beaucoup de travail, comme tu disais avant l'entrevue. Ça a été une année vraiment bonne pour vous autres? Absolument, une saison estivale qui a été très, très agréable. La clientèle est au rendez-vous. Le beau temps nous a souri. La terrasse a débordé plusieurs fois pendant le mois de juillet, le mois d'août, mais on tient le cap. On est très, très content de nos rénovations qu'on a faites là, au printemps 2025. Ça nous a permis là, de maintenir justement notre capacité d'accueil, même de l'améliorer. Puis autant au niveau là, du service client que les opérations au niveau du brassage, là, très, très satisfait des rénovations. Puis là, on les vit. Enfin, j'ai un bureau. Enfin, moi, je me sais, je suis dans la cuisine, moi, ça, c'est pas le bureau encore. Ça, tu sais, le monde vous connaît, le brand vous connaît. Moi, j'ai connu votre brasseuse qui a été venue dans un événement qui est sur les brasseuses femmes. Puis il y avait comme une neige, je me rappelle, c'était brillant au bout, on n'a pas pu faire l'entrevue. Je me rappelle, j'avais rencontré elle. Pour comprendre un petit peu la Grange Perdue, c'est quoi la philosophie derrière de ça? C'est quoi comment le projet a commencé? Puis on peut bien sûr aller sur votre site voir tout ça, mais comment a été en arrière de ça? Puis c'était quoi la philosophie derrière de la Grange Perdue, à part d'avoir une belle place puis des bonnes bières faites? C'était quoi la philosophie derrière de ça? Ben, nous autres, premièrement, le projet a débuté à cause de mon partner, l'instigateur du projet, Stéphane Turcotte. Il est propriétaire de la terre où on se trouve, une belle grosse terre de 200 acres. Là-dessus, 100 acres cultivables, où ce qu'on fait pousser notre orge, notre houblon, mais également d'autres cultures, faire la rotation des cultures pour justement pas venir épuiser notre sol. Puis également la partie érablière, où ce que le forestier, il y a 100 acres là, où ce que lui, Stéphane, opère encore justement la cabane à sucre avec au-dessus de 7000 entailles. Fait que le projet de départ, c'était de partir d'un projet agricole qui s'est rapidement transformé en projet brassicole.
OK. Ce qu'on souhaitait, c'était oui, de la bière, mais plus que ça, dans le contexte actuel, quand on se part en affaires, on veut trouver notre plus-value, on veut trouver notre edge. Et clairement, la ferme brassicole était une façon de se différencier, puis d'aller chercher le côté très, très, pas innovateur, mais le retour aux sources, de comprendre que de la bière, là, ça vient de l'orge, ça vient du houblon, ça vient de l'eau, des matières qui poussent sur place. Bien sûr, on n'est pas autosuffisant, loin de là. Le houblon au Québec, c'est pas quelque chose qui est facile, mais que les gens puissent comprendre, qu'on puisse éduquer les gens sur c'est quoi le processus, autant agricole que brassicole, que les gens comprennent c'est par où que ça passe, comment qu'on s'y prend pour faire de la bière, pour faire pousser de l'orge dans le champ. Ben, c'était ça le thinking de départ. Puis après ça, ben, le prétexte de venir rassembler les gens de la communauté autour d'un beau gros pot de bière. Puis après ça, ben, c'est le bouche-à-oreille qui a fait son œuvre. On a ouvert en 2019. Rapidement, les embûches ont commencé avec la fameuse pandémie. On s'est servi de ça comme un levier. On a ouvert le réseau de distribution. On a rapetissé le réseau de distribution parce que ce qu'on souhaitait, nous autres, c'était que les gens viennent vivre une expérience brassicole. On voulait que les gens viennent chez nous se rassembler pour profiter des paysages, profiter de la bière, profiter d'une bouffe avec des fournisseurs locaux qui opèrent à côté. On voulait vraiment créer une ambiance régionale, leur donner les lettres de noblesse à nos paysages. Euh, on est dans une place qui est super attractive en termes de paysage. Les Appalaches, chaque saison, ont quelque chose à offrir. Puis le projet de la brasserie, de la ferme brassicole, c'était vraiment de donner une vitrine à ces beaux paysages-là. Puis le prétexte, ben, la bière, on le sait, c'est rassembleur. Donc, c'est un peu comme ça que ça l'a parti. Le projet a pris une tangente tout de suite en partant où on s'est différencié avec une entreprise en économie sociale. Donc, on est une coopérative de travailleurs. En ce moment, 6 membres qui font partie de la coop, qui nous permet de retenir les talents, qui nous permet d'impliquer les gens autant dans la gestion, mais aussi dans les retombées. Ça crée vraiment un beau noyau de travailleurs. On le sait, là, les ressources humaines, c'est un défi à tous les ans, à toutes les saisons, mais en fonctionnant avec la formule coopérative de travail, ça fait en sorte que les gens restent chez nous. C'est un peu ça l'objectif et qui nous différencie aussi parce que l'économie sociale, c'est pas toutes les brasseries, c'est pas toutes les entreprises qui fonctionnent selon ces principes-là. Et nous, ça vient un peu nous mettre sur ça va nous donner des avantages, oui, concurrentiels, mais en termes de fonctionnement interne, très avantageux. Oui, le côté coopératif, ça a déjà été prouvé que c'est des entreprises qui durent plus longtemps. Il y en a pas, c'est rare qu'une coopérative ferme. Puis c'est vraiment ça qui dure plus longtemps. Puis comme tu dis, avec la main-d'œuvre qui manque, tout ça, impliquer tout le monde, que tout le monde est gagnant à la fin, il y a moins de frustration, tout ça. La seule affaire, c'est que les coopératives, c'est beaucoup de meetings. Beaucoup de paperasse. Ben, je veux pas la communication, les conseils d'administration, mais je pense qu'une entreprise qui est pas en mesure de bien communiquer, de bien faire rouler l'information, que tout le monde soit sur la même drive, que tout le monde soit rendu au même stade par rapport au développement de la business, je pense que c'est quand même essentiel, que ce soit coop ou Inc., que tout le monde partage la même drive, tout le monde partage la même vision. Pour moi, en tout cas, en tant que membre de la coopérative, mais en ayant d'autres expériences antérieures, je pense que de se parler, de communiquer et tout le monde travailler dans le même sens, ramener dans le même bateau, ça fait la différence. Ça fait que le projet évolue au rythme de tout le monde. Il n'y a pas juste un qui décide, puis qui prend une décision, puis qui pousse dans le cul des autres. Loin de là, tout le monde est conscient de la réalité des autres, des défis de chacun des départements. Et c'est un peu la force de chacun qui fait en sorte qu'on vient vivre des succès. Pendant qu'il y en a un qui vit une difficulté, ben, l'autre peut venir lui donner un coup de main, etc. Puis c'est un peu comme ça qu'on réussit à bien se compléter et à s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe entre les chaises. On n'échappe pas bien. Ceux qu'on échappe, ben, à un moment donné, on est des humains, mais somme toute, le travail d'équipe des 6 membres de la coop, plus de tous les employés qu'on a, vient faire en sorte qu'on vit un succès collectif. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence, je pense, dans une entreprise, une coop
comme la nôtre versus un autre style d'entreprise. Ouais. Comme tu disais, vous avez lancé votre brasserie en 2019, vous avez vécu la pandémie, des affaires comme ça. Vous avez fait de la distribution, vous êtes revenu avec votre bière chez vous. Euh, Comment c'est cette stratégie-là? Parce que l'affaire, c'est que moi, de plus en plus, je parlais beaucoup de brasseurs, je dis de revenir, de finir d'envoyer la bière à Montréal, ça sert à rien. Tu sais. Number one, les coûts, toutes ces affaires-là, ça coûte trop cher, tout ça. Regardez chez vous, essayez d'avoir du monde local, tout ça. Tu sais, il y a une tentation d'aller partout au Québec, bien sûr. C'est difficile d'avoir tout ce monde-là. Peut-être le côté coopératif, ça aide qu'on a un plan, on va garder ce plan-là comme ça peut aider là-dessus. Est-ce que tu penses en faisant ça, de revenir chez vous avec votre bière, moins de. C'est number one, si vous êtes très écologique, vous autres, plutôt qu'envoyer de la bière partout, qu'à se perdre, des affaires comme ça. Est-ce que la stratégie que vous avez mis en place, vous pensez qu'avec ça, ça a aidé à passer à travers ce qui se passe maintenant, tu sais, avec tous les brassiers qui sont. Beaucoup de brassiers qui sont en train de. Ça allait mal, tu sais. Puis moi, je parlais avec Franklin, la gang de Livingston, il y a peut-être une semaine de ça. Puis il me disait aussi en même temps, c'est que lui, tu sais, sa bière, il est de retour chez eux, il est très local, il garde ses affaires, puis cette année, ça a été la meilleure année pour eux autres. Tu sais. Est-ce que vos stratégies, vous autres, de marketing, de web, de vente, tout ça, la mise en place de garder ça local, vous pensez que c'est un succès pour vous autres, puis beaucoup de brassés, peut-être à la longue, devraient repenser à leur stratégie à eux autres? Clairement, on n'a pas une expérience à tout casser, mais on vient de célébrer nos 6 ans. C'est chez nous qu'on est les meilleurs, dans le sens où quand on crée un sentiment d'appartenance, quand on crée un buzz communautaire, lorsque les gens sont fiers qu'il y ait un projet chez eux qui fonctionne, ben, veut pas, ça paraît dans la distribution, puis ça paraît sur place. En ce moment, c'est 140 points de distribution qu'on a, puis on a coupé toutes les données aberrantes. Tous ceux que ça ne fonctionnait pas, que c'était trop loin, Ouais. ben, cette année, en 2025, on a un gars sur la route, that's it, that's all. On ne fait plus affaire avec des distributeurs. On gère toute notre distribution nous autres mêmes avec un employé, ça coche. Tous nos points de vente, on va les voir une fois par mois, puis il y en a qu'on va voir 2 fois par semaine. Quand même. Fait que, tu sais, c'est un marketing. Quand tu prends soin de ton monde, que tu prends soin de tes points de distribution, clairement, il y a des résultats qui arrivent au bout de la ligne. Ça, c'est un choix d'entreprise qu'on a fait parce que même si on a diminué de points de distribution, j'ai augmenté mes ventes. Donc, clairement, il y a un parallèle qu'il faut faire. Il y a une logique là-dedans, c'est on prend soin des places où ce qu'on est, on les soigne, et ces gens-là, après ça, ben, ils reviennent sur place. Tu sais, oui, la canette à l'épicerie, dans le dépanneur, dans le commerce spécialisé, mais après ça, c'est quoi? Ça, c'est des appâts, c'est des hameçons qu'on lance, puis après ça, les gens viennent vivre l'expérience brassicole à Âme-Nord. C'est ça qu'on veut, c'est que les gens viennent chez nous après ça, puis qu'on puisse leur montrer comment on a un beau spot, puis comment que c'est beau les Appalaches, comment que c'est beau le centre du Québec. Tu sais, c'est un peu ça le buzz qu'on a voulu créer en ramenant une distribution beaucoup plus sobre, mais efficace. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, les commerçants, ils font leur markup. Ouais. Mon litre de bière, quand je le perds sur la route, pas quand je le perds, mais quand je le lance sur la route, versus quand je le vends sur place, il y a une marge qui nous revient. Ça, on ne veut pas, on met des hommes et des femmes d'affaires, fait qu'on enligne les chiffres d'un colonne, on le voit très bien qu'il y a des avantages beaucoup plus en termes financiers et en termes de rétention de clientèle de vendre notre bière chez nous. La pinte versus la canette, la tablette. La pinte, je la contrôle à 100%. La canette, quand elle s'en va dans des points de distribution, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait avec. Je ne sais pas s'il la met dans une chambre froide. Je ne sais pas s'il la met au soleil. Mais clairement, chez nous, j'ai le plein contrôle de la qualité du produit et de comment elle est servie. J'enlève rien aux employés qui travaillent dans les boutiques spécialisées, les épiceries, etc. Mais on s'entend que mon staff sur place est bien plus outillé pour expliquer c'est quoi mes bières que parce qu'ils viennent de notre entreprise. Ils ont grandi avec nous autres, ils ont été consultés, ils ont goûté aux produits, ils ont vu l'évolution. Fait que ça, je ne veux pas, ça fait un service client qui est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus pertinent pour notre clientèle. Oui, puis on voit ça, comme tu dis, il y a trop de bières souvent, puis si tu prends pas le temps si tu prends pas le temps de parler avec ton monde, ça, c'est des mauvaises bières qui passent des dates, tout ça, c'est sûr que ça a de la valeur que tu amènes à l'arrêt de ça est 100% meilleur.
Puis, comme je dis, j'ai parlé avec beaucoup de brasseurs, puis à tous les brasseurs, je demande à eux autres, est-ce que ça vaut la peine que tu sois si loin que ça? Tu peux pas, tu prends pas soin de tes points de vente, tu sais. C'est impossible, ça sert à rien, t'es pas mon son. Si t'es mon son, puis t'as 60 personnes sur la route, alright, Godspeed. Mais si t'es pas mon son, tu peux pas te payer ça, tu sais. Non, du tout, du tout. On y va avec à la hauteur de nos moyens. Puis à un moment donné, comme je disais, en tant que gestionnaire, on regarde c'est quoi les erreurs qu'on a fait dans le passé, puis ce qu'on veut améliorer. Clairement, d'avoir un employé fiable sur la route qui fait la représentation, la vente, la livraison, puis le maintien de tout ça, ben, nous autres, ça nous satisfait. Pourquoi venir augmenter de 30 ma quantité de brassage alors que là, j'ai une formule qui convient, fonctionne, puis qui vient alimenter mon salon de dégustation sur place? Tu sais, ça donne rien de se lancer à gauche et à droite. Focusons sur qu'est-ce qu'on contrôle, focusons sur, dans notre cas, le sur place. Ouais. Les résultats vont être au rendez-vous. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre 6e année de croissance. Tout ça en ayant agrandi, rénové, ajouté. Fait que veux pas, à un moment donné, on se rend compte que notre formule ne peut pas être si pire que ça parce qu'on évolue dans le bon sens. C'est positif, en tout cas. Ben écoute, moi je pense qu'il faudrait que tu donnes plus quand la prochaine fois à la MBQ, je pense que tu devrais peut-être faire un petit cours peut-être aux gens, comment mettre en place peut-être ce système-là, c'est intéressant. Ce que j'aimais de vous autres, il y a le côté, bien sûr, aller chez vous, manger chez vous, il y a tout ça. Bien sûr, ben, j'aime beaucoup le côté, tu sais, que tout ici, le côté marketing qui reflète vos canettes à de ça, tu sais. Que depuis au début qu'on parle, toi, c'est vraiment, tu dis l'importance de que le monde connaisse notre région, tout ça. Puis chaque canette que vous sortez, ça a beaucoup un reflet de ça, tu sais, que ce soit le lieu québécois, tu sais, qu'on est le l'art naïf, on peut appeler dans le. C'est ce que j'ai appris quand j'étais au cégep. Mais tu sais, c'est l'art naïf en arrière de ça, tu sais, qui reflète le Québec comme ça. Les bouteilles sont différentes, il faut que j'avoue, mais les canettes, ça reflète ça, puis il y a un côté marketing dedans en arrière de ça. Toi qui es responsable du marketing en arrière de ça, c'était quoi l'importance d'avoir un reflet des canettes vers de ta brasserie? Ben, le brand, faut pas se le cacher, là, c'est quand même au départ, quand tu pars un projet de brasserie, l'étape du benchmarking, tu regardes ce qui se fait ailleurs, puis tu dis, oh my God, où est-ce que je m'en vais, moi? C'est où que je me positionne en tant que brasserie? Puis là, après ça, rapidement, quand la tangente de ferme brassicole a pris sa place, Ouais. ben, on voulait que les gens retrouvent le terroir sur les canettes. Et le flash qui a été, c'était de prendre des peintures de Marcel Fecteau, qui est un des artistes peintres qui est encore vivant, qui a peint depuis, ça fait 50 ans qu'il vit de son art. Monsieur Fecteau, qui est des granges, des paysages, des rivières, il en a peint toute sa vie, il en peint encore, que ce soit des troupeaux, des moutons, des scènes avec des vieilles granges, avec des vieux tas de foin, des vieilles brouettes, avec la fourche dans le tas de fumier, tiens bien. C'est un peu ça qu'on voulait aller chercher, à retourner à la base. Tu sais, on vient de là, il ne faut pas remonter de bien loin, là. C'est nos grands-parents qui ont défriché les terres où ce qu'on est en ce moment. Ces terres-là, il y a de la roche qui s'arrache là, et c'est là qu'on fait pousser l'orge, c'est là qu'on fait pousser notre grain pour après ça transformer, aller le faire malter, l'envoyer chez nos mâles, puis après ça le transformer en bière. Ben, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment d'aller chercher les racines. Puis, en utilisant les peintures de Marcel, de M. Tecteau, on allait retrouver ça. On retrouvait vraiment l'essence, tout ce qui nous caractérise un peu en tant que Québécois, un peu avec notre langage un peu coloré. On aime ça, les expressions, la grange perdue, les noms de bière, la chienne à Jacques. C'est des expressions qui viennent un peu rencontrer notre patrimoine qu'on a vécu dans les années. Fait que ça, pour nous, c'est un marketing qui allait très bien avec le côté agricole, de prendre des tableaux, des vraies peintures. Il y en a qui ont été peints là, dans les années 70. Il y en a que Marcel nous en peint encore aujourd'hui. On développe un produit, on développe une bière, on s'assoit avec. Puis Marcel, il a encore un talent fou pour créer.
quand il nous arrive avec le tableau, ben, en ce moment, on est rendu sa galerie d'art. Sur nos murs à Grange-Perdue, les clients qui viennent ici disent crime, c'est qui cet artiste-là? Là, ils se rendent compte que c'est toutes des peintures de Marcel ou à peu près dans la bâtisse. Puis là, ils regardent nos canettes, puis ils voient que la peinture sur la canette, c'est celle qui est au mur en avant de lui. Fait que ça vient créer vraiment un beau lien. Ça, c'est un peu, en termes de marketing, ils appellent ça le fil conducteur, ils appellent ça la proposition de valeur. Ça fait partie des choses qui viennent, selon moi, nous démarquer en tant qu'entreprise. Je dis, chacun son modèle d'affaires. Hein. Il y en a qui utilisent des artistes, etc. Il y en a qui c'est l'IA qui viennent faire leur cover de canette. Fine. Nous autres, on part d'un travail d'un artiste local pour venir mettre en valeur une bière artisanale locale. C'est la continuité du concept, vraiment de garder ça en tête. Et c'est ça notre marketing qui fait, je pense, qui donne un sens parce qu'il fonctionne. C'est pas compliqué. Notre mise en marché en ce moment fait en sorte que toutes les bières qu'on va développer, ben, il y a un visuel qui est accompagné de ça. Puis ce visuel-là, il est très, très, très important, nous autres, pour venir mettre en valeur la bière. Ça fait partie d'un mariage. Puis ça, les gens, des fois, c'est inconscient, mais des fois, ils la reconnaissent, la peinture, puis ils la reconnaissent, la bière. Parce que aussi, on est assez conservateur dans nos affaires. On n'est pas une brasserie qui développe un produit par mois. Loin de là. Dans les dernières années, l'objectif, c'était stabiliser nos produits, arriver à une qualité, puis de respecter les styles. C'était ça le thinking de départ. Puis là, en ce moment, on a un beau rythme de croisière, on regarde ça, puis on s'assure que les produits qu'on sert à la clientèle sont la fraîcheur des produits. C'est hyper, hyper important. Pourquoi vous regardez les bouteilles? C'est la question que je me posais l'autre fois. Tu sais, moi, j'aime les bouteilles, mais pourquoi vous regardez les bouteilles? Puis aussi, le côté design est bien différent des canettes aussi. Pourquoi ça a été fait ça? Les bouteilles, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, les bières en canette, c'est un peu toutes nos bières plus communes, nos bières de soif. Tandis que les bières en bouteille, c'est toutes nos bières barriquées. Donc, c'est vraiment la seconde gamme, on va dire, de la Grange-Perdue, où ce que là, on voulait, tu sais, pas des bières barriquées, une après l'autre, sont dures à répéter. Eux autres, on le sait, là, ça évolue en fonction du type de baril, en fonction justement de la recette qui va être utilisée, en fonction des techniques qu'on utilise, qui fait qu'on voulait avoir le fameux format à partager qui fit un peu plus dans un apéro. Quelque chose qui est, tu sais, les gens, il y a une culture de la bouteille de vin au Québec, mais la culture de la bouteille de bière est pas, selon moi, il y a encore de la place. C'est ça qu'on voulait développer. On voulait avoir un produit un peu plus de luxe, barriqué, maturé, quelque chose qui a un peu plus funky et qui est éphémère. C'est-à-dire qu'on en fait 1000 litres, 500 litres, chop. Après ça, on passe un autre, puis on en fait quoi peut-être? On en développe 2 ou 3 par année, mais ça permet également que les brasseurs s'amusent là-dedans, parce que sinon, la job des brasseurs, c'est... On fait tout la même cave. Exactement. Ils font une job, eux autres, qui est stédé, c'est des horloges. C'est ça qu'on souhaite. On veut des produits qui soient standards, des produits qui ne bougent pas, mais les produits barriqués, je pense que c'est une façon également de s'amuser. Puis, on va chercher aussi notre clientèle un peu plus... le geek un peu. Oui, les geeks, exactement. On va chercher notre clientèle qui est plus connaisseur. Ça, ben, clairement, ça répond à un certain besoin. Je te mentirais pas que on a un gros pourcentage de notre clientèle, des boomers, des gens qui, pour la bière de soif, mais on pense à cette clientèle-là qui aime ça, avoir des produits un peu plus fins. Puis, je pense que la bouteille, pour nous, c'était une façon de mettre en valeur le produit qui est un peu plus travaillé, qui est un peu plus raffiné. C'était un peu notre façon d'avoir les deux lignes, les bières barriquées puis nos bières standards. Cette année, ça a été quoi les ventes cette année des bières? Que la bière de soif, bien sûr, les chaleurs qui ont été, ça a été les bières les plus vendues. Pour vous autres, comment ça a été les ventes? Les ventes, ça a été vraiment les bières de soif qui ont été vendues les plus, tout ce qui est 3, 4, 5%? Clairement, ça, à ce niveau-là, c'est sûr que on a un produit fort. Depuis qu'on existe, notre produit le plus vendu, c'est une IPA brute à 7,5.
Ah. Elle, ça fait 6 ans, elle ne se démode pas. Elle est toujours fraîche, il y en a tout le temps une dans le fermenteur. Donc, cette bière-là, là, elle a fait elle bat des records en termes de vente. Sinon, oui, les bières légères, clairement, il y a de la place pour ça. Les bières barriquées, c'est un petit pourcentage, comme je le mets tout à l'heure. Mais si on parle en pourcentage, nous autres, on est à quoi? Là? On est à 120 millilitres, fait que 1200 hectos. Je ne sais même pas si c'est 3% en bière barriquée. Là. Maximum. Mais c'est bien. Non, clairement, la bière de soif, pour nous, c'est elle qui est la plus. Nos lagers, c'est eux autres qui sont les plus populaires. D'accord. C'est des bières de farmer qu'on appelle ça. Exactement. Notre colche, la colche, la lager, c'est des bières qui passent très, très bien. Et les gens aiment ce type de bière-là l'été parce qu'ils sont capables d'en boire une, deux, puis après ça, repartir en moto sans problème. Ceux qui boivent la chaîne à Jacques, ben, à 7,5 faut que tu gères. Faut que tu gères ça. Donc, on a une clientèle qui aime bien cette petite bière-là de soif, les bières de table. Ça vient vraiment répondre aux besoins de notre clientèle. Vous, bien sûr, depuis le début, votre projet, c'est très fermier, très agricole. L'importance le plus possible d'avoir des affaires du terroir, le fait que vous travaillez avec Inomalt aussi, que quelqu'un près chez vous, tout ça. Pouvez nous parler un petit peu du travail avec Inomalt, puis votre travail avec vous autres ensemble, quand vous faites des bières ou vous travaillez ensemble depuis le début, disons? Oui, absolument. Inomalt, on a travaillé avec eux depuis le tout début, dans le temps quand ils étaient à Sherbrooke. Là, je pense qu'on a déménagé dans le coin de Bécancour, si je ne me trompe pas. Le fait que nous, on cultivait le grain, puis qu'après ça, il fallait le faire malter. Fait que je veux pas, il fallait collaborer, il fallait communiquer parce que, bon, notre expérience en agriculture n'était pas énorme. Mon partner, Steph, avait des connaissances, il avait ses parents également qui avaient un bagage, mais clairement, il fallait s'accoter sur des gars comme Raph chez Nomad pour justement avoir des informations, avoir une stratégie, parce que faire pousser de l'orge, c'est une chose, mais après ça, il faut en récolter, il faut qu'elle se classe. Puis notre météo fait en sorte que c'est pas évident. Cette année, malheureusement, l'orge ne se classera pas. Elle est trop petite. Il a tellement mouillé au début de la saison qu'on a bousillé. Malheureusement, on n'aura pas de récolte cette année. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très dommage. Mais on travaille avec eux autres en collaboration. On regarde qu'est-ce qu'on a fait de correct, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct. On se compare avec les autres producteurs d'orge. Parce qu'on veut pas, on veut savoir si c'est nous autres qui n'a pas la bonne variété d'orge, c'est-tu nos techniques agraires qui sont pas bonnes. Fait en travaillant en collaboration avec Inomalt, ben, ça nous permet, nous, de nous ajuster puis de prendre des meilleures décisions pour l'année qui suit. Pour nous, c'est ça qui est logique. Et parallèlement à ça, on travaille aussi avec Vivaco, qui est une coopérative également de producteurs, qui est quand même une belle grosse business. C'est eux autres qui, on a un agronome avec eux et eux, Vivaco, sont affiliés avec Nomad, donc ils ont des producteurs de grains qui viennent le fournir, des producteurs québécois. Fait qu'il y a une belle roue, il y a une belle synergie en ce moment qui est quand même assez récente. Ça fait pas 100 ans que ces entreprises-là travaillent ensemble. C'est quand même assez récent. Donc, on pense que pour le futur, on va avoir des belles expertises pour venir justement nous aider en tant que producteurs, mais également, l'objectif ultime, c'est que l'orge se classe qu'on puisse utiliser pour toutes nos bières. Non, c'est tel que tel, dans le sens où on utilise de l'orge québécois quand même, mais quand c'est notre orge qui se classe, là, c'est le party. Là, c'est l'objectif ultime de la ferme brassicole, c'est que ce soit nos ingrédients qu'on trouve dans nos bières. Ah ben, le houblon, bien sûr. Le houblon, c'est la job. Ça va être dans 10 ans, 15 ans peut-être. C'est beaucoup d'investissement derrière ça. Tout à fait. On a commencé, on a parti en peur quand on a parti le projet avec 1200 plants doublons. Aujourd'hui, ben là, toutes les erreurs qu'on a faites, on consigne ça dans un petit livre, puis là, on repart l'année prochaine avec une autre stratégie pour le houblon parce que on n'a pas atteint nos objectifs. Puis à un moment donné, il y a de l'ouvrage dans le houblon, là. C'est pas une méchante job, là. Moi, je pratique souvent, hein, je sais, c'est de la job. Hein. C'est de la job. Donc là, on veut vraiment faire les choses différemment, pas répéter les mêmes erreurs, travailler avec d'autres variétés doublons. C'est clairement,
où est-ce qu'on s'en va, ben, je pense que tous les houblons les amérisants, ça va être ceux-là qu'on va utiliser le plus possible pour notre brassage, tandis que les houblons plus aromatiques, ben, on va s'approvisionner ailleurs. Mais on souhaite modifier notre stratégie pour avoir un maximum de ce qu'on cultive dans nos bières. Ça, ben, il y a des essais, il y a des erreurs. Puis il y a également, en fonction de l'énergie, les connaissances. Fait que, c'est plusieurs facteurs, mais ce qu'on souhaite, c'est s'améliorer là-dedans. Quand vous créez des nouvelles bières, est-ce que ça vous utilisez du mal, bien sûr, quand vous utilisez des nouvelles bières, tout ça, est-ce que vous parlez avec la gang d'Inomal pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, comment vous travaillez avec eux autres? Est-ce qu'il y a une façon de travailler ensemble? Parce que, tu sais, comme tu dis au début, tu sais, vous ne saviez pas comment fonctionnait ça. Quand vous faites des nouvelles bières, vous n'en faites pas beaucoup, mais quand tu sort de nouvelles bières, tout ça, vous améliorez en arrière de ça ce que vous parlez avec Inomal pour mettre en place des stratégies en arrière de ça, étudier tout le kit. Clairement, c'est sûr que là, je parle au nom des brasseurs. Ouais. Lorsqu'il y a des problématiques, lorsqu'il y a des interrogations, ben, ils se tournent directement vers le fournisseur, vers Inomal, pour justement comprendre c'est quoi les nouveautés, comprendre c'est quoi qui est arrivé, juste pour bien saisir toute la dynamique qu'il y a autour de la matière première. Ça, c'est vraiment les brasseurs qui vont faire cette démarche-là. Au niveau des nouvelles bières, je crois qu'il y a des essais qui se font, mais maintenant, à quel point ils vont rentrer en contact avec eux autres, ça, malheureusement, là, je ne peux pas répondre à leur place. Là. Je suis pas assez dans le day-to-day là, du développement des recettes. C'est plus eux autres là, qui sont en contact avec la gang du normal. Excellent. Le côté de ces business qui va en arrière de ça, tu sais, vous avez des canettes, des 413, tout ça. Est-ce qu'il y a une tentation de faire des 355, tu sais, des canettes pack, des petits packs qui sont chez vous encore? Parce que c'est comme tout le monde s'en vient là-dessus, la beauté de vous autres, vous n'avez pas besoin de distribution, le monde peut en acheter directement chez vous, des 355. On en voit déjà dans beaucoup de microbrasseries qui font ça, uniquement vendre chez eux. À Saint-Pancras, ils ont lancé des 355 il y a pas longtemps, je pense, ou des packs spéciaux chez eux, qui vendent uniquement chez eux. Est-ce que vous autres, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous autres, à long terme, des petits 4 packs, 6 packs, mais uniquement chez vous? On l'a analysé, on a fait quand même différents scénarios par rapport à ça. Je dirais qu'en ce moment, c'est pas dans le court moyen terme. Si nos ventes sur place diminueraient, clairement, on se poserait des questions puis on reviserait la stratégie. Mais là, la vente sur place est positive d'année en année, qui fait que pourquoi mettre de l'énergie sur une formule qui fonctionne? Le jour où ça ne fonctionnera pas, on va se remettre en question. Mais pour l'instant, la 473 convient, la clientèle aussi, on dirait qu'ils ont été éduqués avec ça. Ben, au départ, oui, la 355, mais la 473, format microbrasserie, je pense que la clientèle maintenant, ça l'est approprié. D'arriver avec des 4 packs, par expérience, en voyant les clients avec qu'est-ce qu'ils achètent, je crois que de leur imposer 4 sortes, 6 sortes précises, que ce soit un mix ou tout de la même sorte, ben, j'aime encore mieux leur laisser le choix. Il y a 12 variétés de bière. Je veux celle-là, 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 celle-là. Il part avec le 4 pack à 20$, taxes incluses, puis il est heureux. Ah ouais, ouais. Si j'y impose quelque chose, je ne sais pas jusqu'à quel point que ça va nous servir. Moi, j'aime bien, en tout cas, je me fie à moi en tant que consommateur, puis je regarde ce que nos clients aiment. Le fait qu'il y ait une certaine liberté de choisir les produits qu'ils aiment, bien, ça fait en sorte qu'on répond, on ratisse large dans les besoins. Ça, c'est, en tout cas, pour moi, à date, avec ce qu'on voit, on pense que c'est une bonne stratégie. Est-ce que vous allez être tenté de faire un petit prêt-à-boire, un petit RTD, une petite affaire ou de l'houblon, ou de l'eau blonnée, des affaires comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que ça vous tente à long terme, ça? On s'est lancé des perches. On a eu des réflexions par rapport à ça. C'est déjà que sur place, nous autres, ce qu'il faut comprendre, ferme brassicole, projet agricole, je vends pas de vin et je vends pas de fort. OK. Dans mon salon de dégustation, je vends de la bière puis de la bouffe qui accompagne la bière. Est-ce qu'on veut s'éparpiller? Pas sûr. On a eu des réflexions, on a fait des analyses.
Mais pour l'instant, le modèle d'affaires avec nos produits brassicoles répond à la demande. Est-ce qu'il y a des segments à aller chercher? Probablement. Je ne dis pas que dans quelques années, on ne sera pas capable d'offrir autre chose, mais il faut toujours revenir au départ, nous autres. C'est que l'alcool qu'on peut vendre, c'est celui qu'on produit à partir de ce qui pousse sur nos terres. Mhm. Donc, on ne peut pas s'éparpiller de n'importe quelle façon. Et comme je disais en entrée de jeu, on est assez conservateur. On aime ça, les choses. Carré un On peu. on s'éparpille pas. Les gens aiment les produits. Il y a une clientèle qui aime les produits standards, bien faits, avec une bonne qualité. Donc, ça, pour nous, ça répond à nos besoins. Puis notre modèle d'affaires vient répondre à ça. Donc, de trop nous éparpiller, pour l'instant, notre énergie est plus concentrée à bien faire, à consolider ce qu'on a fait les 6 dernières années. Mais tu sais, votre bière aux framboises, pour moi, c'est un petit peu prêt à boire. Tu sais. C'est un petit peu bien froid, des fois bien froid, mais elle est bonne. Ça fait ça job, je trouve. Tu sais, c'est une petite bière le monde qui veut des fruits, tout ça, je pense que ça fait une bonne job, ça. Oui, tu as tout à fait raison, Léo. Tu sais, c'est la seule bière, à part nos bières barriquées, qu'on utilise un petit fruit. Mais on est fiers parce que ce petit fruit rouge-là, il vient d'à côté. Cette année, bon, on a arraché des plants doublons, mais on a planté 500 plants de framboises. Fait que ça va être de la framboise qui va venir de 500 pieds de la grange qu'on va utiliser pour brasser. Fait que c'est quand même oui, tu as raison en disant qu'on ne fait pas de prêt-à-boire, mais on fait des produits qui sont drôlement agréables pour une clientèle qui dit ah, moi, la bière, c'est pas nécessairement, mais on développe des produits qui sont drôlement agréables. C'est nos produits barriqués, là. Et on a un qui est fait avec de l'aronia, un autre qui est fait avec le pain d'Ina. Ce sont des petits fruits rouges qui viennent du Québec, qui viennent des terres autour. Sérieusement, c'est des bières qui sont complètement insane. Ça remplace n'importe quel mousseux. Ça remplace n'importe quel petit vin blanc en apéro. Ça, j'ai pas de misère à le dire. C'est des produits qui répondent à ceux qui ont le palais fin et qui aiment les produits plus raffinés. C'est quelque chose qu'on a développé pour ça. Et selon moi, on a réussi. La preuve, c'est que ça se vend. Ça se vend, puis les gens en redemandent. Donc, non le prêt à boire, mais des bières un peu plus raffinées, travaillées différemment, barriquées dans des barils de vin blanc. Ça vient vraiment rajouter quelque chose d'intéressant sans qu'on aille dans une tendance. Parce qu'on regarde ce que les autres font, là, on en fait du benchmarking, mais on ne se perd pas là-dedans. On garde le focus sur notre plan d'affaires et quand on prend une décision de se diversifier, on s'assure que ça répond à nos valeurs de base. Excellent. Vous avez, tu sais, vous faites beaucoup d'événements, parce que je sais que tu es responsable des événements, toi, l'année de ça, que ce soit des billets fromages, les soirées DJ sets, tout ça. Comment ça va, ces soirées-là? Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, qui essaie de se trouver pour faire des soirées un peu en allée de ça, tu sais, que ce soit des soirées cowboys, des soirées comme billets fromages, bien sûr, tout ça. Vous, c'est quoi la stratégie de chaque événement que vous faites, à part quelqu'un qui vient vous voir avec quelque chose d'intéressant, tout ça? Mais tu sais, que ce soit la balade gourmande, que ce soit les promos, que ce soit toutes ces affaires-là, tous les événements que vous faites en été, à chaque fois que je mets mon calendrier à chaque semaine, vous avez tout à quelque chose de nouveau. Comment la balance tu sais, d'avoir du monde chez vous, toi, tu veux que le monde vienne chez vous, comment tu vas chercher le bon événement pour que le monde vienne chez vous manger puis boire? Ben, l'événementiel, si on reprend depuis le départ, l'événementiel, au départ, on en faisait beaucoup à l'extérieur de la grange. Donc, Okay. on participait à des festivals, on venait à des activités corporatives, des dégustations, etc. Et on a réduit beaucoup nos activités à l'extérieur parce qu'on s'est rendu compte que les gens, ce qu'ils appréciaient, oui, notre bière, mais c'était notre spot, le lieu à Amenard, c'est ça qu'ils appréciaient. Donc, en ayant eu ce constat-là, ben, on a dit, OK, ben, mettons notre énergie à créer des activités, des événements, des thématiques sur place directement. Et parfois, on s'éloigne du côté agraire, mais parfois, on est directement dedans. Ça dépend justement de c'est quoi les tangentes. Je vais donner un exemple. À tous les mois de juin, depuis 3 ans maintenant, on fait une tire de chevaux. Okay. Donc, on a des chevaux d'un peu partout au Québec. On a plus de chevaux à Anne-Nord un samedi midi qu'il peut en avoir à Saint-Tite à la tire de chevaux.
OK, OK, à ce point-là, OK. C'est juste pour dire comment que on a plus de participants. Donc, on vient répondre encore une fois à un besoin de notre communauté qui, eux, aiment ça, voir des animaux en pleine action. Puis, il y a un beau buzz autour de tout ça. Tu as accès aux producteurs, tu as accès, c'est tous des gars de ferme, c'est tout du monde qui adore leurs animaux puis qui viennent les parader, qui les font travailler, qui fait que ça vient vraiment avec le concept de ferme brassicole. Ça, c'est une des choses. Après ça, quand on crée des événements, que ce soit programmation ou tout ça, ben, veut pas, on a une clientèle locale et pour maintenir cette clientèle locale-là, c'est très important de venir jazzer un peu notre quotidien en ayant des programmations musicales avec des artistes qui sont locaux. Ça vient un peu ça vient mettre de l'animation dans place. Non, il n'y a pas de lien avec la terre, mais notre clientèle qui est déjà habituée de venir nous voir sont bien contents qu'il y ait de quoi de nouveau, qu'il y ait de l'animation. Ça vient rajouter une plus-value à tout le reste. Oui, la bière, oui, la bonne bouffe, oui, le beau lieu, mais là, après ça, on rajoute l'expérience avec une activité. Ça, on a un calendrier quand même assez étoffé. Là. Rares sont les mois qu'on n'a pas quelque chose. Ah non, Euh, impressionnant. que ce soit houblon et chanson, que ce soit les tirs de chevaux, que ce soit le bière et fromage. On a toujours des activités qui sont en place. C'est vraiment pour venir agrémenter l'expérience du visiteur. La balade gourmande, c'est ça, chez nous, dans la région, c'est une activité qui réunit, je sais pas, je pense qu'on est peut-être 80 producteurs dans toute la région qui rouvrent leurs portes, puis les gens viennent goûter à des produits. C'est fabuleux, là. Il y a des endroits, c'est sûr, nous autres, on est déjà ouverts au public, mais il y a des endroits qui ne sont pas ouverts au public. Mais c'est la balade, la raille de char est incroyable. Tu te promènes dans une petite campagne, tu découvres des produits, puis les gens aboutissent à la grange, petite bière, profitent des paysages. Donc, on vient vraiment donner une plus-value à l'expérience avec ces types d'événements-là. On ouvre nos portes. C'est un peu ça le but, c'est que les gens voient les dessous de la fabrication. On éduque les gens, on renseigne les gens. Ça, les clients aiment bien ça. Comprendre c'est qui les propriétaires, c'est quoi l'histoire, comment ça vous êtes installé en plein milieu du package, au milieu du champ où il n'y avait rien. Ça, les gens, ils capotent. Les gens aiment ça savoir d'où c'est que ça part, ce projet de fou-là. Pourquoi la grange perdue? Fait que là, tu sais, on a l'occasion, on a une vitrine pour donner de l'information aux gens. Puis c'est un peu dans ce contexte-là qu'on fait des événements, entre autres comme la balade gourmande. Vous êtes une coopérative, que c'est ça, bien sûr, et vous êtes membre aussi de la brasserie Coop. C'est Oui, le règlement des brasseries comme ça. oui, J'ai eu la chance de parler avec les gens de la brasserie Coop. Je sais qu'ils font beaucoup de frigos différents. Il y a des frigos spéciaux, tout ça. Comment ça va, la brasserie Coop en soi, le regroupement en soi? Parce que à chaque fois que j'en parle, le monde est comme moi, Léo, j'ai déjà entendu un petit peu parler un petit peu sur ton podcast. J'ai écrit des articles un peu là-dessus. La coopérative, c'est des milliards de dollars au Québec, c'est beaucoup d'argent qui s'élève là-bas. Comment ça, en premier lieu, comment ça va le projet de la brasserie Coop? Parce que je sais que vous avez quelques full-time maintenant. Avant, vous n'aviez pas ça, vous avez à mi-temps. Comment ça va le développement de cette identité en soi? ben, c'est quand même une entité qui est très jeune. C'est un brand, c'est Brasserie Coop. On est, je pense, 12 actuellement, si je ne me trompe pas. Parce que, bon, des coopératives brassicoles, il n'y en a pas non plus énormément. Je sais pas, peut-être, je dirais peut-être une vingtaine au Québec de brasseries sous la forme coop, je dirais ça. Il y a des essais-erreurs. On a eu la chance d'avoir avec le réseau coop une subvention, une ressource. Donc, il y a eu justement des projets de collaboration entre micro-coop, des espaces avec des frigos, parce que c'est juste des bières coop, des bières coopératives qui ont été faites pour des entreprises. Donc, il y a différentes actions qui sont faites. C'est sûr, on est dans un contexte où il y a des associations, que ce soit des associations touristiques, des chambres de commerce, il y en a beaucoup de regroupements de tout type. Puis le fait que nous, on travaille le volet agricole, le volet touristique, le volet entrepreneurial, le volet brassicole, le volet coopératif, seul à les faire. À un moment donné, si je veux travailler, on donne l'énergie qu'on a dans chacune de ces sphères-là.
Donc, veut pas, les résultats vont avec l'énergie qu'on met là-dedans. Mais moi, personnellement, ce que j'aime avec le réseau coop, avec Brasserie Coop, c'est le réseautage qui est fait. C'est vraiment les gens qu'on côtoie dans ce cercle-là, ben, il y a une petite affinité. Il y a quelque chose, on comprend nos réalités, on a des enjeux qui sont semblables, que ce soit en termes de membership, que ce soit en termes de nos règlements généraux. Fait que c'est quand même très, très, très bénéfique pour ça. Maintenant, dans le temps, dans l'évolution, qu'est-ce que ça va devenir? Euh, Comme j'aime souvent dire, ça va dépendre de l'énergie et du temps qu'on va avoir à mettre pour justement faire lever ce regroupement-là. Pour l'instant, nous, en tout cas, ça répond à nos besoins. C'est pas, ça ne demande pas trop de temps. Notre implication, c'est sûr que tout dépendant des ressources qu'on a, on a une réalité qu'on a un membre de l'équipe qui est malade depuis le mois de mai. Donc, ça fait en sorte qu'on se split les tâches de cette personne-là. Donc, veut pas, le temps qu'on a à mettre sur des comités externes, ben, il est réduit. Il y a 24 heures dans une journée, puis ça en prend 8 pour dormir, puis 8 pour prendre un verre. Fait que, il en reste 8 pour travailler. Ah ouais, je comprends. Puis je comprends la coopérative. Moi, je suis dans une coopérative. Je sais quoi, c'est la paperasse, puis la job, de mettre ça en place, tout ça. Donc, oui, j'ai beaucoup d'empathie avec vous autres, man. Oh, oui, ça fait 10 ans que je suis dans la coopérative. Toi, après 6 ans, qu'est-ce que tu vois l'avenir excuse-moi, de la microbrasserie au Québec? Comme tu sais, vous êtes dans une réalité différente, bien sûr, que beaucoup de microbrasseries. C'est sûr que quand tu suis Baron Mag, nous autres, on beaucoup de fermetures, tout ça, malgré qu'il y ait des ouvertures. J'ai eu 3 ouvertures cette année, quand même, Ouais. intéressant. C'est pas tout à mauvais. Mais toi, tu sais, tu es membre de l'MBQ, tu vois qu'est-ce qui se passe à travers le Québec, tu vois ce qui se passe à travers ça. À travers, vous êtes bien sûr dans l'industrie microbrasserie, mais vous êtes dans une industrie qui est différente aussi. C'est un peu comme Livingston, un peu comme Lagrange, tout ça. Vous avez votre réalité de la terre, toutes ces affaires-là. Comment vous voyez, vous autres, l'avenir de la microbrasserie du Québec et l'avenir de votre microbrasserie, de votre secteur à vous autres, ça? Le côté de la plus agricole, ça? Ouais. Je dirais au Québec, j'ai le feeling que ça va être très régional, le mouvement brassicole. Que chaque région, tu sais, je pense qu'avec justement les difficultés qu'on retrouve à être établis et tout ça, les brasseries vont se tourner vraiment. En tout cas, j'ose croire que les brasseries vont se tourner encore plus vers leur localité, vers leurs clients, vers autant géographiquement qu'en termes de valeur. Je pense que le fait que quand on va aller dans le lac Saint-Jean, qu'on goûte une bière qui goûte le terroir du lac Saint-Jean, puis quand on va aller dans le bas du fleuve, on va goûter une bière qui goûte les ingrédients du bas du fleuve. Je crois que ça, c'est un avenir intéressant pour le milieu brassicole. Euh, on est des perrons d'église. Je peux pas parler pour les brasseries en ville, c'est différent parce qu'on parle des centaines de milliers de personnes qui sont à proximité. Moi, ici, à Nord, c'est 900 habitants. La ville la plus proche, c'est 40 000 à Victoriaville, 45 000 personnes à Victoriaville. Ce qui fait que d'aller chercher notre clientèle régionale, je pense que ça, c'est bien important pour les projets qui vont vouloir continuer à se démarquer, d'être fort localement. Ça, je pense que pour l'avenir brassicole au Québec, c'est quelque chose qui va s'en venir et la saveur régionale. Ça, je crois qu'il y a des fermes brassicoles ou du moins des brasseries qui vont utiliser plus de matières premières qui viennent de leur région. Est-ce que Ça tu me faisait un vois bout de toujours? Ah ouais. Là, je t'entends bien. Non, je t'entendais, mais je pas d'un bout, c'est tout. Sur le côté régional, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Le côté de la mise en place de la région, la mise en place du travail là-dessus. Est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a d'autres regroupements qu'il faut mettre en place ou c'est vraiment avec ce qu'on a maintenant, il faut retravailler tout Je ce vais qu'on a te dire, maintenant? par rapport à ça, je pense que les propriétaires, les travailleurs dans l'industrie, euh, nous autres, on travaille avec un plan d'affaires, on travaille avec un plan marketing. Je pense que c'est aux gestionnaires à prendre des bonnes décisions pour que l'industrie fonctionne bien. Faut regarder ce qui se fait ailleurs, il faut regarder les autres brasseries, il faut regarder le benchmarking est très important avant de prendre des décisions parce que pas répéter des erreurs des autres.
Je pense qu'il faut être intelligent là-dedans. Et moi, j'ai beaucoup confiance aux entrepreneurs québécois dans le milieu brassicole pour que justement des business comme La Ferme, comme La Chouette, comme nous autres, la Grange Perdue, la Ferme du Torieux, la Terre à boire, des projets agricoles, je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel par rapport à ça. Est-ce qu'on a besoin de regroupement? Moi, je pense pas. Un autre patente, c'est pas évident. Comme je disais, on a une journée, là, il y a 24 heures dans une journée. Fait que je pense pas. Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des entrepreneurs, l'intelligence des propriétaires de brasseries, ceux qui mettent main à la pâte, qui connaissent l'industrie, qui s'informent. Je pense que ça va faire son travail. Puis, par rapport à nous autres, pour le futur, tout le monde nous disait que les 5 premières années étaient cruciales. Là, on vient de passer nos 5 premières années. Tous les agrandissements qu'on avait à faire de la clientèle sont pas mal faits. Le monde est bien, il y a de la place. Là, le dernier agrandissement qu'on vient de faire, c'était pour nous autres, pour la brasserie, pour le salon de dégustation. Je pense qu'on va s'améliorer encore plus en termes d'agrotourisme, c'est-à-dire les visites, les groupes, le corporatif. On en fait déjà. Maintenant, je crois qu'il y a de la place encore plus parce que les gens en demandent, que ce soit les clubs d'âge d'or, que ce soit les associations professionnelles, que ce soit les entreprises tout court. Les gens aiment ça, se déplacer dans un lieu et apprendre quelque chose. Et on s'entend, là, de la bière, c'est fédérateur. Les gens, c'est un sujet, les gens aiment ça. Maintenant, de comprendre c'est quoi, d'où que ça vient, j'ose croire que dans le futur, on va être encore plus présent à ce niveau-là en termes d'agrotourisme, d'éducation sur le processus brassicole. Est-ce qu'un jour, on va avoir un projet peut-être avec de l'hébergement? Qui sait? On s'en fait demander. Les gens viennent dans la région puis ils aiment ça prendre de la bière. Ils disent on peut-tu coucher? On peut-tu coucher? En tant qu'établissement d'agrotourisme, on a le droit de n'accueillir 5, des petits VR, des van life. Est-ce qu'on va aller plus loin que ça plus tard? On y réfléchit, mais c'est un autre plan d'affaires, c'est un autre business. On est plus en ayant passé à travers nos 5 premières années. Pour nous autres, là, il y a une étape de consolidation, d'embellissement du site, de maintenir. Parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est beau le développement, là, mais il faut travailler sur nos ressources à l'interne, il faut travailler sur notre esprit d'équipe. Parce que oui, coopérative de travail, 6 membres, 4 membres sur le CA, il faut que tout le monde rame à la même vitesse, dans la même direction. Et ça, c'est notre défi personnel. Le développement, c'est une chose, mais la consolidation, je pense que c'est autant important et judicieux pour la pérennité de notre business. Bien, excellent. Écoute, Philippe Langlois, merci pour ton temps. J'ai des millions de questions encore, mais je pense que j'aimerais ça le faire live chez vous. Concernant bien sûr la consolidation, concernant la mise en place, comment on fait pour bien travailler son restaurant, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire ça. J'ai comme un feeling qu'un jour, vous allez vous lancer dans dans les produits surgelés, peut-être un de ces jours, on ne sait jamais. J'ai un feeling là-dessus. Comme beaucoup de monde là-dessus, petite pizza de région, une affaire comme ça, on ne sait jamais. Mais écoute, Philippe Langlois, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, allez visiter. Bien sûr, ça en vient. C'est sûr que je vois votre gang à l'MBQ dans pas long. On s'en va là-bas. Dans pas long aussi, au Laguerre. À chaque année, je vous vois au Bâtonnier. C'est là où je vous vois tout le temps finir la soirée là-bas. Souvent. Écoute, merci beaucoup, Philippe. Et bien sûr, Gaspé, encore pour la continuité. Vous faites encore des très bonnes bières. Les monde vous visite. Puis je suis content que la stratégie de tout ça fonctionne bien. Puis ça s'en va à améliorer chaque année. Ben, merci beaucoup, Léo. C'est toujours un plaisir de partager nos expériences, nos feelings avec vos auditeurs. Puis très content de votre travail et de la belle vitrine que vous nous donnez. Et merci beaucoup à toi. Hein. Merci tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Bien sûr, ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, c'est du malt québécois fait ici, pour les brasseurs d'ici et aussi les distillateurs. Si vous avez des questions, info@inomalt.ca ou allez directement sur le site inomalt.ca. Merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup à la Grange Perdue, qui je sais, c'est notre promesse que je fais, qui j'irai visiter un jour. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.